Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL, c'est l'Union nationale des organisateurs de séjours éducatifs, linguistiques et de formation en langue. Nous sommes le label qualité de référence des organisateurs de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques, et ce, depuis 1978. Il est toutefois important pour l'UNOCEL d'être plus qu'un label qualité et d'offrir également un lieu d'échange afin qu'on puisse tous grandir, vous, auditeurs, nous, ainsi que nos adhérents et leurs équipes. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Baptiste Baudier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, spécialiste en santé mentale. Vous faites la promotion de la santé mentale dans des associations comme le Lieu de vie et le Colibri, ou aussi Scolavie. Vous êtes bénévole chez les Scouts et Guides de France et vous avez été animateur et directeur d'accueil collectif de mineurs. C'est exact? Oui, tout à fait. Je suis toujours d'ailleurs engagé chez les Scouts et Guides de France puisque je suis responsable de toute la politique adulte pour nos bénévoles. Et j'ai encore plaisir à diriger régulièrement des séjours BAFAB et AFD. Voilà, une fois par an, c'est mes vacances à moi. Ok. Alors ensemble, nous allons parler de la santé mentale des jeunes et notamment en séjour éducatif. Alors nous avons déjà abordé le sujet de la santé mentale avec Christophe Marsollier dans notre précédent podcast à travers les compétences psychosociales, les CPS. Pour rappel, pour nos auditeurs, les compétences psychosociales sont les capacités d'une personne à répondre efficacement aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne en maintenant un état de bien-être mental. Elles englobent des aptitudes telles que la communication, la gestion des émotions et la résolution des problèmes, permettant d'adopter un comportement approprié et positif dans ses relations avec les autres, sa culture et son environnement. Est-ce que ça vous semble bon? Parfait. Et puis ça va être un très bon complément puisque aujourd'hui, c'est difficile de parler de santé mentale sans évoquer ces compétences clés et essentielles pour les enfants et pour tout le monde en fait, hein, puisque c'est pas que pour les enfants, c'est aussi Oui. pour tout au long de la vie, à tout âge, tout le temps. Et donc c'est une des meilleures réponses aujourd'hui aux questions de santé mentale, donc c'est très en lien. Alors très bien. Alors revenons juste sur cette notion de santé mentale. Est-ce que vous pouvez la définir? Oui, c'est jamais très simple de définir ce qu'est la santé mentale. Euh, on prend souvent l'habitude de se dire que déjà c'est un continuum, c'est-à-dire que on n'est pas en bonne ou en mauvaise santé mentale. On oscille tout au long de sa vie sur ce continuum parce que la vie, elle est faite de hauts et de bas, parce que on va rencontrer des difficultés. C'est inhérent à l'existence humaine. Mhm. Euh, et donc, on va osciller tout au long de sa vie dans ce continuum de la santé mentale. C'est intéressant de prendre la définition de l'Organisation mondiale de la santé, hein, qui est l'idée de se dire que je peux répondre effectivement d'une certaine façon aux exigences de la vie quotidienne. Je peux avoir un travail productif, nourrir des relations saines avec d'autres. Ça pourrait être ça une définition un peu courte de la santé. Et on voit qu'il y a des moments où on va un peu moins bien, d'autres où c'est plus facile. Donc, ça serait peut-être la meilleure définition de, de la santé mentale, ce continuum au cours duquel on va osciller tout au long de notre existence. Ouais, cette notion de santé mentale, c'est bien montrer que c'est pas un état figé, que c'est une recherche permanente d'un état d'équilibre psychique. Exactement. Merci pour cet état d'équilibre Mhm. parce que un des risques qu'on pourrait avoir en santé mentale, c'est celui du bonheur à tout prix, d'être tout le temps heureux, d'être à 10 sur 10. Or, ça, on voit que ça n'est pas possible puisque, à nouveau, notre existence humaine, elle est faite aussi de souffrances, de moments plus difficiles. Le deuil, la séparation fait partie de la vie. Et donc, on va forcément osciller sur ce continuum. Donc, chercher à être heureux tout le temps, c'est impossible. Voire même, les études nous montrent que c'est même contre-productif. Ça rend encore finalement plus malheureux. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est de chercher, moi j'aime bien dire, c'est les notions de psychologie positive qui nous disent qu'il faut qu'on recherche l'optimal, ce qui est déjà ça, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà présent. Et plus je vais renforcer ce qui est déjà naturellement présent, plus je sais que quand je vais osciller sur ce continuum, je vais avoir des ressources qui vont me permettre de faire face aux difficultés normales de la vie.
les compétences psychosociales que vous avez, brièvement définies Mmh. et dont Christophe Marsolly a bien parlé, sont parmi les éléments clés qui nous permettent de, nous maintenir dans un état de bonne santé sur ce continuum. Oui, parce que, ce que vous venez de dire, c'est important. Bonne santé, c'est qu'aujourd'hui, on parle souvent de santé mentale, on parle de santé, mais il y a pas de santé sans santé mentale. Exactement. D'ailleurs, la définition de la santé, c'est que c'est un état de complet bien-être physique, psychique, donc en fait, ça serait, un piège, une erreur que de considérer la santé sans tous les aspects, aussi bien somatiques que psychiques. Voilà, on pourrait rajouter aussi, la question de santé relationnelle, Mmh mh. aujourd'hui, de la qualité des relations qu'on est en capacité, d'entreprendre. Voilà. OK, et quels sont les facteurs qui font fluctuer la santé mentale? Quand on parle de santé mentale, c'est toujours important de se rappeler que, le modèle aujourd'hui le plus, utilisé, le plus confirmé, c'est le modèle de Kinderman. C'est le modèle qu'on dit biopsychosocial. Biopsychosocial puisque c'est la combinaison de 3 facteurs. Des facteurs biologiques, on n'est pas toutes et tous égaux face à la génétique. Mmh mh. Ça, on le comprend parfaitement bien quand on parle du diabète, du cancer. On sait qu'il y a des gens qui sont plus à risque. Mais quand on parle de la santé mentale, on a énormément de mal à se dire: «Bah oui, je suis pas égaux face au bonheur. Ouais. Je suis pas égaux face à la souffrance. Je suis pas égaux dans mes capacités de résilience, mes capacités biologiques». Parce que quand on parle de santé mentale, forcément, ça va nous amener sur le champ des émotions, de la façon dont je suis en capacité de créer du lien, et cetera. Et tout ça, on sait que c'est en partie, lié à notre fonctionnement physiologique, biologique. Mmh. Les émotions, c'est une réaction biologique à l'intérieur du corps. C'est un taux de production à l'intérieur d'hormones, de neurotransmetteurs, et cetera. Et bah, ça, on n'est pas toutes et tous égaux. Donc, ce facteur biologique, il est important de prendre en compte pour se dire: «Tout n'est pas de ma faute. Oui. Je vis avec ça». Voilà, ça fait partie de mon histoire, de ce qui est moi, de mon propre patrimoine et de toute façon, je n'y peux rien. Bon, tout ne s'explique pas par la biologie, heureusement, et on voit que, par exemple, des, gens qui auraient un patrimoine génétique extrêmement proche, voire identique, pour, les jumeaux, quand ils vivent des choses différentes dans leur vie, bah, en fait, ils ont des réactions différentes et des Mmh mh. conséquences différentes. Donc heureusement, tout ne s'explique pas par la biologie. Donc le deuxième facteur qu'on pourrait dire, c'est le facteur, psycho ou personnel, c'est ce qui est mon histoire de vie, ce que j'ai traversé, ce que j'ai rencontré. Si, si j'ai eu des modèles, notamment d'attachement, soutenants, si, si, j'ai été, en fonction de mon éducation et puis, de ce qui m'est arrivé. Est-ce que j'ai vécu, des situations de violence, de souffrance? Est-ce que j'ai vécu des manques? Mmh. Ou au contraire, est-ce que, heu, j'ai plutôt été, épargné par, ces difficultés que la vie peut mettre sur, mon existence? Bah, tout ça forcément, ça s'additionne et ça conditionne les éléments. Et le troisième élément qu'il ne faudrait vraiment pas oublier parce qu'il a une importance clé, c'est l'élément social, d'où ce modèle de biopsychosocial. Social ou environnemental, contextuel, c'est l'environnement dans lequel je grandis, dans lequel j'évolue. Hem, on n'est pas tous égaux face à la santé mentale quand on vient d'un milieu extrêmement précaire, quand on vient d'un milieu extrêmement favorisé, mais également si on vient comme moi du cœur des vignes en Bourgogne, face aux questions de santé mentale, notamment sur les consommations de substances et je vais prendre la substance la plus consommée aujourd'hui en France, l'alcool. Ouais. Je ne suis pas égaux face à un Norvégien, ou un Islandais, chez qui, bah, en fait, si jamais je vais acheter de l'alcool pour faire une soirée, en tant que jeune étudiant, il faut, aller dans un magasin spécifique qui est ouvert de 9h30 à 18h, badger sa carte d'identité et c'est pas au bon vouloir du monsieur s'il va m'ouvrir et me vendre, une bouteille ou pas et où la canette de Cros est à 5 €. Donc forcément, voilà, on n'est pas égaux, face à ça et ça, c'est lié à notre contexte de vie, Ouais. notre environnement, et sur lequel on n'a pas non plus beaucoup de prise. Donc c'est jamais un facteur unique et ça, je crois que c'est important de se le dire, de se le rappeler.
je ne développe pas de troubles de la santé mentale parce que j'ai vécu ça ou parce OK. qu'il m'est arrivé ci. Mais c'est une combinaison de facteurs, hem, qui, vont influencer, ma santé mentale et mon état, de santé, global. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. En avril 2024, Santé publique France a sorti une étude mettant en avant une santé mentale en berne chez les adolescents, plus chez les filles que chez les garçons. On a déjà évoqué cette étude avec Christophe Marcelier, et notamment l'impact du contexte anxiogène sur cette jeune génération. Donc, contexte anxiogène, facteurs environnementaux qui ont été mentionnés un peu plus tôt. Alors, de notre côté, sans surprise, les organisateurs de séjours éducatifs nous font remonter aussi chaque année des situations complexes chez de jeunes participants. Mais je vais faire juste un petit rappel sur cette étude. Plus de la moitié des jeunes interrogés, donc 51% des collégiens et 58% des lycéens, se plaignent d'une difficulté à s'endormir, de nervosité, d'irritabilité ou encore de maux de dos. Un quart des élèves interrogés ont éprouvé un sentiment de solitude au cours de l'année écoulée. Et un quart des lycéens interrogés ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, les filles étant plus concernées. Donc sur ce point, je tiens à rappeler le numéro national de prévention suicide, le 3114, mais aussi le dispositif mis en place par Santé publique France, le FIL Santé Jeune, un service anonyme d'écoute. Les numéros de téléphone sont remis en description, bien évidemment. Quels sont les troubles aujourd'hui qui peuvent être observés en séjour éducatif? Comment les équipes encadrantes peuvent les reconnaître? Hem, je dirais que parmi les troubles les plus fréquents aujourd'hui, chez les adolescents, c'est les troubles de l'anxiété. Mhm. On observe que, effectivement, il y a une partie non négligeable, des jeunes, européens d'aujourd'hui qui souffrent de troubles de l'anxiété avec, un diagnostic qui est fréquemment posé aux alentours de 15 ans et demi. Mhm. Voilà. Ce qui ne veut surtout pas dire, hein, qu'il n'y a pas des troubles de l'anxiété plus jeunes et notamment des pics anxieux, je pense chez les plus petits, autour de 7-8 ans et autour de 11-12 ans. C'est des périodes un peu charnières dans la construction de la vie d'un être humain, et donc qui peuvent être très anxieuses. Donc ces troubles de l'anxiété, bah, bien évidemment, on va aller voir, les observer, dans des séjours, dans des accueils collectifs de mineurs et cetera. Ils vont continuer de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer de façon, très différente, hein. Ils peuvent, globalement, les troubles de l'anxiété, souvent, ils nous empêchent. Oui. Ils vont générer ce qu'on appelle de l'évitement. Je vais éviter toutes les situations qui peuvent me provoquer de l'anxiété. Typiquement, si vous savez que vous avez une peur bleue des araignées et que vous rentrez dans une pièce qui n'a pas été, nettoyée dans un séj ou en tout cas où il y a eu, quelques mois qui sont écoulés depuis le dernier séjour, et que vous commencez de voir des petits fils, votre corps va vous dire: «Non, je ne veux pas y aller». Oui. Voilà. Hem, Ce qui est important de voir, c'est de comprendre, à nouveau, on a parlé de santé mentale, ce qui est un trouble et ce qui n'est pas un trouble, et particulièrement quand on parle de l'anxiété. Puisque je vous disais, on va osciller tout au long de sa vie Oui. sur ce continuum. Eh bien, y compris quand j'arrive dans un séjour de vacances et que je me dis: «Je vais devoir rentrer dans cette chambre où il y a des araignées et j'aime pas ça», toute la question, c'est de se dire: «Est-ce que c'est un trouble ou est-ce que c'en est pas?» C'est normal de pas avoir très envie de rentrer dans une chambre où on s'est dit qu'il y a des araignées, si on n'aime Oui. pas ça. Donc ça, c'est tout à fait plutôt sain, logique. Toute la question, c'est: est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça génère des perturbations et est-ce que ça m'empêche dans mon quotidien? Ça, c'est l'élément vraiment qu'on doit se poser. Si ça génère une perturbation dans le quotidien, c'est-à-dire que ça m'empêche d'aller à l'école, ça m'empêche de prendre le bus, ça m'empêche de faire des activités normales, et c'est pas juste je suis un peu réfractaire et j'ai besoin d'être rassuré, c'est impossible. Et que ça dure depuis, on dit 15 jours, plus de 15 jours, entre 15 jours et 3 semaines, alors il faut se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus grave? Et particulièrement dans les troubles de l'anxiété, la difficulté, c'est quand ils s'installent, c'est dur de s'en défaire.
et en plus, ça grignote de plus en plus de place. Ouais, j'allais dire que 15 jours, c'était peu, mais finalement, si c'est dur de s'en défaire, vaut mieux agir vite. Exactement. Mm. Il vaut mieux agir assez vite. De toute façon, le meilleur réflexe qu'on puisse avoir, c'est notamment, ce qu'on pourrait apprendre dans une formation, sur les premiers secours en santé mentale, pour lequel je suis également formateur et le premier réflexe à avoir, c'est de dire à l'enfant, à l'adolescent: «En fait, je m'inquiète pour toi et ce que tu vis ne semble pas normal, on ne devrait pas, vivre ça. Est-ce que tu en as déjà parlé à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu en as parlé à un adulte de confiance, à tes parents et cetera?» Et puis, sinon il va falloir, encourager, l'enfant, le jeune et son responsable légal. C'est toujours un peu la question quand on est sur les séjours de vacances, de se dire, bah, peut-être qu'il va falloir envisager de consulter un professionnel de santé et en Mm. premier lieu, le généraliste, c'est déjà très bien, pour qu'ils puissent, justement évaluer et en parler. Voilà, donc je pense à l'anxiété voilà, qui est quand même, souvent, très présente. J'ai peut-être pas pris le meilleur exemple parce que j'ai attaqué par l'angle un peu phobique, mais l'anxiété chez les adolescents, donc qui est plutôt rare, en fait, elle va se, matérialiser, c'est peut-être pas le bon terme, l'anxiété, elle va se manifester, hem, fréquemment, on observe sur un plan social, dans la relation avec les autres. On voit que l'anxiété sociale, touche, beaucoup de jeunes aujourd'hui. Cette anxiété sociale, c'est vraiment la crainte du regard des autres, de ce qu'ils vont devoir qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ouais, les réseaux sociaux Les prennent réseaux beaucoup de sociaux place. n'aident pas Mm. du tout, Mm. prennent de la place et cetera. Et ça, on voit que c'est très lié à, heu, une estime de soi, un peu fragile, un peu faible. Heu, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça, mais à nouveau, du coup, les compétences psychosociales sont un bon moyen d'agir, sur cette anxiété, sociale pour se dire, «Bah, oui, tu as des forces, oui, tu as des qualités, oui, tu as la capacité, d'être aimé par d'autres, d'être apprécié, d'être valorisé et donc tu as pas de crainte à avoir, dans cette interaction». Donc voilà, donc je pense que ça peut être des éléments effectivement qui peuvent se manifester de façon assez importante. Et puis, une anxiété et moi j'insiste toujours dessus parce que je trouve que les séjours de loisirs sont un lieu, extrêmement propice pour, les jeunes qui sortent de leur quotidien, hem, d'aller exprimer, des choses difficiles qu'ils peuvent vivre chez eux. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, quand on est organisateur de séjours, on ne peut pas, faire l'impasse sur la formation de ces équipes, sur les questions de révélation de violences, vécues, au sein de la famille ou en dehors du cercle familial, hein, et qui vont se manifester par beaucoup d'anxiété à aller à la douche, à montrer son corps, à aller à la piscine, et cetera, ou par des manifestations anxieuses dans le sommeil, dans par l'enurésie aussi, le fait, de faire pipi au lit à un âge avancé. Ça doit nous alerter, ça doit nous obliger à poser des questions aux jeunes, pour lui demander s'il se sent bien chez lui, s'il est en sécurité, s'il a des adultes de confiance. Voilà. Tous ces éléments-là, ils peuvent se manifester de façon assez importante en colonie parce que ça peut être aussi un lieu, sécure. Ouais. On a l'image de, ça peut faire peur de partir en colo, en camp l'été et cetera et c'est pas toujours simple de quitter papa, maman, particulièrement la première fois et cetera. C'est vrai et ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais pour un grand nombre de jeunes, c'est aussi des lieux où ils se sentent écoutés, compris, où ils ont des animateurs, animatrices qui, portent un regard, beau sur eux, nouveau Mm. aussi. Ouais, c'est une Et notion qu'on donc va aborder un peu plus tard, mais totalement, c'est quelque chose qui est important, hein, de savoir qu'un centre de colonie de vacances, c'est un lieu de sécurisé où ils ont une oreille attentive à disposition. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. donc voilà pour ce trouble de l'anxiété. Le deuxième trouble auquel je pense, peut-être un peu plus chez les plus grands, chez les adolescents, pareil, 14-17 ans.
les troubles dépressifs, dont on parle assez peu, finalement, puisqu'on a l'image de la dépression plutôt chez l'adulte, de cette difficulté à se lever et cetera, à agir dans le quotidien, à aller au travail. En fait, la dépression chez l'adolescent, elle peut se manifester de la même façon. Hem, Chez les filles, on va observer, un tableau clinique, qui est assez proche de celui de l'adulte, avec, des difficultés de concentration, de mémorisation, des difficultés à s'endormir, au contraire de trop dormir, un rapport à l'alimentation un peu perturbé avec soit au contraire, beaucoup manger ou au contraire ne pas du tout avoir d'appétit, et cetera. Chez les garçons, on peut retrouver exactement le même tableau que chez l'adulte ou un tableau, un peu différent qui souvent ne fait pas penser à la dépression pardon, qui est, un tableau où on va plutôt retrouver des conduites à risque. Une hyperactivité, une forme d'agitation et cetera. C'est pas du tout la représentation qu'on a de la Ouais. dépression et pourtant, en fait, ça peut tout à fait être, le signe d'une dépression, à l'adolescence. J'ai dit spécifiquement chez les garçons, je fais pas trop de différence entre garçons et filles, mais on observe que les garçons peuvent avoir une expression un peu différente et qui du coup est souvent un peu sous-évaluée, sous-estimée. D'où ma précision. Donc là, ce qui va être extrêmement important, c'est d'aller, chercher comment est-ce que l'enfant se sent, l'adolescent se sent, et notamment est-ce qu'il exprime une forme de tristesse, de désespoir important? Hem, Beaucoup de jeunes peuvent se dire, «Mais en fait, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de faire des efforts au collège, au lycée et cetera, quand en fait on voit qu'on n'a pas d'avenir professionnel, que, climatiquement on ne sait pas où on va, qu'on vit dans un contexte très anxiogène, en Europe, et dans le monde». Donc voilà, donc tout ça, peut jouer et là, le rôle de l'adulte est vraiment aussi d'aller chercher, d'aller se poser la question et d'aller poser la question de façon franche, directe, non ambiguë: «Est-ce que tu as déjà pensé au suicide?» Il faut poser la question. On ne peut pas faire l'économie de cette question. Elle est dure, c'est difficile pour un adulte de demander ça. Mais il faut évacuer tous les tabous. C'est pas parce que je pose la question qu'il y a le risque d'en donner l'idée. Ouais. Bien au contraire. Soit le jeune n'y a jamais pensé et il va vous répondre: «Mais non, pas du tout». Soit le jeune y a pensé et il va vous dire: «Bah oui, oui, c'est vrai que ça me traverse». Et là, l'adulte, a besoin de se faire aider. Les numéros que vous avez rappelés, le 3114 en premier lieu, sont extrêmement utiles. Il faut surtout pas hésiter à décrocher son téléphone et à se dire: «Bah voilà, je suis avec un adolescent, il m'exprime, des pensées suicidaires, voilà, qu'est-ce que je fais?» Donc voilà, poser cette question de façon claire, non ambiguë. Quand je dis non ambiguë, c'est, est-ce que tu as pas envie de te faire du mal? Est-ce que tu as pas d'idées noires et cetera? Ça renvoie pas vraiment Mmh. à ce qu'on veut chercher, et on n'est pas sûr que, le jeune qu'on a en face de nous comprenne bien ce qu'on lui demande. Donc, est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Est-ce que tu as des pensées suicidaires? C'est la question à poser. Voilà. Donc ça, face à la dépression et on voit que le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité des 15-24 ans, après, après les accidents de la route. Donc on a quelque chose à faire en termes de santé publique. On a à prendre en compte cette dimension-là. Mmh. Pour revenir sur les numéros de téléphone, pour tous les adhérents Innocell qui nous écoutent, on a écrit un guide avec, plein de numéros de téléphone d'urgence, donc s'ils l'ont pas reçu, n'hésitez pas à nous contacter. Mais j'ai juste une question là-dessus, quand vous dites un adulte Bien sûr. doit systématiquement poser la question, un animateur qui, est temporairement avec un jeune pendant 1 semaine, 2 semaines, qui n'est pas formé aux premiers secours en santé mentale, est-ce que lui aussi, il peut, s'il remarque quelque chose, il doit aller poser la question? Mais ça peut être compliqué pour lui s'il n'est pas formé au préalable. En tout cas, c'est important de se dire, je crois qu'il faut qu'on prenne l'habitude de partager nos doutes, nos craintes, nos interrogations en équipe éducative. Un animateur, il est jamais seul, il a un directeur, une directrice. Le directeur et la directrice, elle a un organisateur, de Mmh. séjour. Et l'organisateur de séjour, bah, vous êtes aussi une ressource, probablement en termes de mise à disposition d'outils et cetera.
Donc en fait, on n'est jamais seul et puis on a un service de santé en France aussi qui s'organise aussi autour de ces questions-là. Le 31-14, on en parlait. Mmh. Donc c'est important, de se redire, ces éléments-là. C'est important de se redire, aussi que si je ne me sens pas de poser la question, je n'ai enfin, c'est OK de pas y aller, de pas se lancer, dans cette discussion-là. Si ça, moi, ça me renvoie à des choses trop difficiles, si ça fait écho en moi à une histoire particulière, si vraiment ça me terrifie, que je me sens pas du tout prêt à accueillir cette parole, pas de souci. Mais mon réflexe, ça doit être de dire: «Je dois passer le relais». Ouais. Je dois passer le relais à quelqu'un qui, lui, va se sentir, va être formé, va être en capacité de et passer le relais peut être simplement de dire: «Bah, viens, on appelle ensemble le 31-14». Puisque à ce moment-là, l'animateur ne fait plus rien, le 31-14 prend le relais Mmh. et ou le 31-14 peut aussi aider, guider l'animateur ou les équipes éducatives à, venir justement se dire: «Est-ce qu'il y a une crainte ou pas?» Voilà, là le jeune m'exprime ça, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais Mmh. avec ça? Donc c'est vraiment un bon réflexe à avoir et de se dire, «Appuyons-nous les uns sur les autres». OK. Merci. Il y a certains troubles qui sont connus par les familles et qui sont communiqués aux organismes avant le départ. Dans d'autres cas, ils sont volontairement cachés parce qu'ils ont peur que leurs enfants ne soient pas acceptés sur les séjours. Comment on peut inciter les familles à être plus transparentes, sachant qu'ils remplissent déjà une fiche d'information sanitaire où voilà, ils mentionnent les allergies. Mentionner un trouble ne devrait pas être voilà, caché pendant une inscription de séjour éducatif. Je réfléchis, c'est une bonne question, je crois que ça va passer aussi par une vraie communication de l'organisateur, heu, dans la capacité à accueillir des enfants avec, des troubles, avec des particularités et cetera. Hem, je crois que si on met les parents en confiance, au moment de l'inscription, de la prise de contact et cetera, on augmente les chances OK. de pouvoir, effectivement avoir ces informations-là. Moi, j'ai travaillé avec des associations et des organismes, de loisirs qui, affichaient clairement leur volonté aussi, d'avoir des accueils, où on accueillait, des enfants avec, des troubles, porteurs de handicap et cetera. C'était inscrit, aussi dans les projets éducatifs, des associations ou des structures avec lesquelles, j'ai pu travailler et donc bah, forcément, ça ouvre un champ, particulier. Ça veut dire aussi, que ça oblige, parfois l'organisateur à réfléchir en termes d'encadrement. Comment est-ce que je vais faire pour, répondre aux besoins spécifiques de ce jeune-là? Est-ce que ça veut dire que je permets à l'équipe de partir, peut-être avec un animateur, une animatrice de plus? Voilà, c'est une des possibilités en fonction des troubles, mais ça vaut le coup de se poser la question puisque, oui, ça a un coût. Mais ça a aussi un gain, ça a un gain pour les jeunes, qu'on accueille en premier lieu. Ça a un gain aussi pour les autres jeunes, Mmh. de la structure, parce que, à nouveau, le cancer, le diabète, c'est parfaitement accepté dans la société aujourd'hui, et un jeune qui voudrait partir parce que il a des troubles diabétiques, je connais pas beaucoup d'organisateurs qui lui diraient, mis à part peut-être une thématique de séjour extrêmement sportive et intense, Ouais, totalement. voilà, «Bah non, écoute, désolé, on peut pas t'accueillir». Alors qu'un trouble psychique, on est encore très craintif Mmh. de ces troubles-là. C'est pas plus grave qu'un diabète, un trouble psychique. C'est pas plus compliqué, il y a pas plus de risques avec un trouble psychique. Voilà, il y a peut-être même moins de risques avec un trouble anxieux sincèrement que d'emmener un jeune, qui a un diabète, assez fort et assez complexe et difficilement régulable. Donc voilà, Mmh. c'est simplement une question de représentation. On a encore cette représentation très de la santé mentale qui est très liée à la pop culture, hein, Vol au-dessus d'un nid de coucou et cetera. On n'est pas fou, quand on souffre d'un trouble de la santé mentale et ça, cet apprentissage-là de c'est OK de vivre avec un trouble de la santé mentale et je peux, malgré un trouble de la santé mentale, vivre une vie riche, heureuse et pleine de sens, ça doit s'apprendre dès l'enfance et donc on a à gagner sociétalement
à accueillir aussi, ces éléments-là. Donc quand on tient ce discours-là, je pense que forcément les parents ont plus envie, de le dire. Ça veut dire aussi qu'on va pouvoir travailler avec les parents. On peut leur dire: «Mais c'est important que vous nous donniez toutes les informations concernant votre enfant parce que, notre but, c'est qu'il se sente bien, qu'on puisse prendre en compte, ces aspects spécifiques, qu'on puisse, l'aider à continuer à avancer sur ce chemin, qu'on puisse informer les autres enfants, qu'on puisse être vigilant au regard des autres enfants pour lui permettre de trouver la bonne place, sa place et de bien vivre avec son trouble». Et c'est ça qui va contribuer à son rétablissement. Peut-être le terme qu'on peut employer, c'est le terme qu'on va choisir, privilégier dans la santé mentale puisque, hem, la guérison, elle n'est pas toujours possible en fonction des troubles et puis d'ailleurs la guérison, ça serait revenir à un état exactement antérieur. Je crois pas qu'après une dépression, on revienne à un état exactement antérieur et c'est tant mieux puisqu'on a appris de ce Mmh. qu'on avait vécu, ça nous a fait grandir aussi sur tout un tas de choses. Par contre, on se rétablit et se rétablir, c'est le fait de, à nouveau, retrouver une vie riche, heureuse et pleine de sens, malgré les contraintes, liées à ma pathologie ou malgré ce que j'ai vécu et ça, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter au plus grand nombre. Hem et donc les séjours, peuvent aussi jouer ce rôle, dans le rétablissement, de ces jeunes. Le fait de leur aider à retrouver une place ou à trouver leur place dans la société. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Tout à l'heure, vous l'avez à peu près mentionné, mais on va revenir dessus. Il y a des cas qui ne sont pas forcément connus par les familles. Notamment, on a mentionné les troubles répressifs chez les garçons, ça peut être un peu d'hyperactivité, donc c'est pas forcément détecté. Et si c'est détecté par les équipes encadrantes en séjour, il faut après qu'ils préviennent éventuellement les familles d'aller voir un médecin généraliste. Comment on peut réussir à transmettre cette information aux parents, sachant que encore aujourd'hui, tout ce qui est santé mentale, c'est un peu tabou. C'est un discours qui est souvent difficilement entendable, hein, et entendu, parce qu'en fait, sinon, heu heu, j'ai envie de dire, c'est pas en 15 jours, ou en 3 semaines de colo, qu'on devrait détecter des troubles de la santé mentale. Ils doivent s'exprimer déjà avant dans le milieu familial, donc Ouais. c'est que la famille a déjà eu du mal à voir, ou à se dire que là, il y avait un trouble ou l'émergence d'un trouble. Nous, notre rôle, c'est vraiment, je pense, de faire de la prévention et de la promotion, de la santé, de se dire, «C c'est ça, aller bien et là, je vois qu'on n'y est pas» et le bon discours, souvent un discours qui est souvent facilement entendable, c'est, tant pour le jeune que pour sa famille: «Mais là, je m'inquiète, ça m'inquiète». Pourquoi? Parce que avec quand on dit à un jeune: «Là, je m'inquiète pour toi», ça veut dire que je le prends en compte et de même, quand je dis à une famille que, «Ça m'a inquiété», ça veut dire que j'ai pris en compte, que je l'ai considéré. Donc ça m'a inquiété et on peut s'appuyer sur des éléments factuels. Vraiment, je pense que plus on va relever d'éléments factuels, plus c'est intéressant, sans se dire qu'on dresse une liste longue comme le bras, mais quelques éléments qui nous ont alertés factuellement, et de dire: «Bah, ça n'est pas normal, un adolescent ne devrait pas avoir ce genre de propos, ne devrait pas avoir ce genre de comportement et donc ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que ça génère de la souffrance chez lui ou elle» Mmh. et donc parce que ça m'inquiète, je me dois de vous dire. Je me dois de vous dire que, je pense que ça serait bien que vous puissiez, heu, en parler à un professionnel de santé qui puisse au moins faire une évaluation. Peut-être qu'il y a rien du tout, peut-être que je m'inquiète pour rien, mais est-ce que vous en avez déjà parlé à votre médecin généraliste? Est-ce que vous en avez déjà parlé à un professionnel de santé? Si c'est pas le cas, dites-lui, et on peut dire au jeune, insister auprès du jeune pour que lui aussi puisse dire, ce qu'il ressent à ce professionnel de santé. Ça me semble être, parmi les éléments, les plus essentiels et on va essayer surtout de délivrer un message d'espoir. Parce que pourquoi est-ce qu'on consulte un professionnel de santé? Parce qu'on a l'espoir que ça puisse aller mieux.
Si on a la moindre inquiétude, il vaut mieux quand même en parler que se taire, c'est quand même plus simple. Exactement. Et on peut redire aussi que les troubles de la santé mentale, à nouveau, quand ils sont pris de façon précoce, émergents, on s'en sort bien, on se rétablit bien, mais que plus ils sont pris compte tôt, heu, plus le rétablissement est rapide et efficace. Parce que, les difficultés dans les troubles psychiques, c'est qu'ils peuvent avoir des conséquences, durables à long terme. On parle d'adolescents dont le cerveau est encore en pleine maturation. Notre cerveau, il continue de se développer jusqu'à 25 ans à peu près. Donc en fait, quand on a 14 ans, on est en plein au cœur du truc. Et donc, vivre avec un trouble dépressif, vivre avec un trouble anxieux, vivre avec des troubles des conduites alimentaires, ça a des impacts extrêmement forts, sur, mon développement cognitif, mnésique, sur ma capacité à me concentrer et donc sur ma capacité à étudier, à apprendre à l'école, et donc ça a un impact sur mes résultats scolaires et donc ça a un impact sur ma vie future et finalement, c'est quoi une consultation chez le médecin par rapport à tout ce gain potentiel? C'est pas Donc, grand-chose. oui, on peut se dire que ça peut faire peur, oui, on peut se dire qu'on peut avoir honte, mais à nouveau, c'est aussi un élément de déculpabiliser les familles. Heu, on a eu des courants de psycho qui, pendant longtemps, ont culpabilisé les parents, hein. Je pense, à des courants qui, sont peut-être de moins en moins en vogue aujourd'hui et on n'est pas tous d'accord, en France là-dessus, mais les courants très analytiques, ont eu comme conséquence de culpabiliser énormément, les parents dans leur système d'attachement, dans, la présence qu'ils pouvaient avoir et cetera. À nouveau, je dis pas que ça peut pas avoir un impact, mais c'est un modèle biopsychosocial, Ouais. donc tout n'est pas de ma faute. Et donc si je veux le meilleur pour mon enfant, si je suis dans le déni, si j'ai du mal à voir qu'il va pas bien, c'est probablement parce que je l'aime beaucoup et que j'ai envie qu'il aille très bien. Et ben, si vous l'aimez, autant, ça veut dire qu'il faut prendre soin de lui et lui permettre, d'exprimer, ce qui peut être difficile et de s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose d'un peu plus grave. Voilà. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. On va partir sur une note un peu plus positive et joyeuse. Mais on l'a dit tout à l'heure, les séjours éducatifs, ce sont des lieux sécurisés. Alors, grâce à l'éloignement du cercle familial, grâce à la découverte d'un nouvel environnement, de personnes différentes, hein, les équipes encadrantes notamment, ça peut aider certains enfants à améliorer leur santé mentale et du coup, vous ne parlez pas de guérison, mais de rétablissement. Oui. Bien sûr que ça peut aider, ça peut aider parce que, d'un seul coup, je vais rencontrer de nouvelles personnes, qui, ont un regard assez neuf. Je pense, par exemple, dans, les, l'anxiété scolaire, ou le fait de se retrouver dans un milieu un peu clos et cetera peut être extrêmement angoissant et un milieu d'évaluation aussi, des compétences quand il y a une forte pression, personnelle, que se met l'enfant, une forte pression familiale. Bah, on est aussi dans un lieu où on peut s'exprimer, on peut, être soi-même. Voilà, on est, sur, des séjours qui doivent permettre l'expression, de l'enfant dans toutes ses dimensions, qui lui permettent de nourrir des relations, constructives, de vivre des émotions agréables, de s'engager dans des activités qui font sens, de s'accomplir par un apprentissage, des découvertes et cetera. Tout ça, c'est autant d'ingrédients, du bien-être, de la santé mentale. C'est le modèle, PERMA de Martin Seligman, hein, qui nous dit que quand, on vit des émotions agréables, c'est le P de positive emotions, quand on s'engage, auprès de choses qui sont attractives, qui voilà, on c'est la notion d'engagement. Quand on vit des relations constructives, le M, c'est meaning, c'est le sens. Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Et le A, c'est la notion d'accomplissement, accomplishment, le fait de se voir grandir, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir. Tout ça sont autant d'ingrédients, heu, sur, notre bien-être, ce sont des déterminants du bien-être et donc les séjours de loisirs, permettent ça. Donc, bien évidemment, en améliorant la santé mentale, de fait, je suis dans un environnement qui, fait que mes troubles s'expriment, moins, voire plus et c'est intéressant quand on se positionne dans une approche, centrée solution ou centrée ressources de se dire, «Quand je reviens dans mon quotidien,
qu'est-ce qui était permis dans, le séjour qui a fait que le problème n'existait plus ou était moins intense? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux reprendre de ce séjour pour, continuer à aller, bien, mieux et cetera? Donc ça donne aussi des clés, pour la suite. Et puis, moi j'ai l'image de plein d'enfants qui, ressortent regonflés de ces séjours, qui, pour certains sur des séjours, thématiques, se sont découverts des passions, voilà, qui développent, des relations, affectives, et d'amitié belles. Donc forcément ça fait aussi, tout un tas de ressources qu'on met dans son sac à dos et puis, Christophe Marcelier, j'imagine, a dû dire aussi que ces séjours pouvaient vraiment être le lieu du développement des compétences, psychosociales, des Totalement. compétences relationnelles, cognitives, émotionnelles et donc c'est autant de ressources que je mets dans mon sac à dos pour faire face, à cette vie que je vais retrouver en rentrant chez moi. Donc oui, c'est un lieu ressource, c'est clair. Très bien. Vous avez publié un ouvrage en 2021 qui s'intitule S'initier à la psychologie positive, prendre soin de soi, des autres et de l'environnement, avec Rebecca Shankland et Marine Pochik, si je prononce bien. Tic. Voilà. Vous l'avez mentionné rapidement au tout début, la psychologie positive, mais est-ce que vous pouvez nous la définir rapidement La psychologie positive, c'est l'étude des processus, des déterminants d'un bien-être optimal chez les individus, les groupes et les institutions. Donc, à nouveau, qu'est-ce qui fait qu'on va bien, qu'on est en bonne santé? Et dans cette notion d'optimal dont on a parlé tout à l'heure, donc de surtout pas viser le maximal, de se dire qu'est-ce qui est déjà bien, déjà présent. Pour ça, on va travailler sur, tout un tas de processus, des processus attentionnels, notamment le fait d'être attentif à, ce qui peut être bon, bien dans mon environnement. On peut, il y a aussi des pratiques, de, pleine attention ou de pleine conscience. On va, travailler la question des relations. Comment est-ce que, les autres sont une source de bien-être, pour moi et comment est-ce que moi je peux être aussi une source de bien-être pour les autres? Donc voilà, donc c'est un courant qui, reste récent et je dirais que c'est plutôt un champ, d'application qui regroupe en fait un très grand nombre de domaines, puisque quand on travaille sur les déterminants du bien-être, en fait, c'est extrêmement large. Les compétences psychosociales en font partie, les théories de la motivation, de l'autodétermination et cetera, peuvent rejoindre ce champ-là. Ce qui est important de se dire, c'est que la psychologie positive, on peut en avoir une image, très à l'eau de rose ou très américaine. C'est pas, «Je vais bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes». Non, c'est vraiment, dans sa définition, c'est l'étude scientifique des conditions et des processus qui contribuent au développement optimal. Donc dans cette étude scientifique, c'est ce qui va nous différencier de façon très importante du champ du développement personnel. C'est de se dire que tout ce que l'on dit est étudié et basé sur des données probantes, et scientifiques. Voilà. Donc, ce qui, ce qui est pas toujours, clair dans les librairies. On peut, mettre des ouvrages, très scientifiques à côté, d'ouvrages qui le sont beaucoup moins, qui Mm. disent peut-être pas tous, des choses, fausses, mais en tout cas, qui sont pas toujours basés sur des preuves. Donc voilà, en tout cas, c'est important d'avoir cette idée-là. Ça va être aussi, de se dire que la psychologie positive, elle travaille pas du tout que sur le fait, d'être bien et les émotions agréables, elle va aussi travailler sur l'acceptation de la souffrance, les capacités de résilience, qu'est-ce qui fait qu'on rebondit, face à une difficulté, et donc moi j'ai conduit des travaux de recherche auprès, d'une population, de personnes hospitalisées à temps complet sur la dépression en utilisant la psychologie positive et ça avait des résultats, très intéressants. Donc c'est pas tout forcément tout rose. D'accord. Ça permet aussi aux gens d'identifier du coup leurs forces, si on parle de résilience, etc. Ok. Exactement, on va travailler sur les forces, les ressources personnelles. Hem, on se dit, Marine Poxic, Rebecca Shankland, d'autres collègues aussi, je pense à Christophe André qui est peut-être un nom aussi un peu connu ou Ilios Kotzou en Belgique. Hem, on se dit que cette psychologie,
le terme qu'on aimerait lui donner aujourd'hui, le terme psychologie positive, il vient des champs de recherche américains, mais ça serait psychologie des ressources. Et donc les CPS sont un élément, sont un des éléments. Ça serait sûrement un terme plus juste, aujourd'hui. Ouais. C'est plus parlant, en tout cas, pour le commun des Exactement. mortels. Ouais. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, nous avons tous une santé mentale et il n'y a pas de santé sans santé mentale. Les jeunes générations évoluent dans un monde qui se transforme, qui est chamboulé. Elles peuvent avoir du mal à assimiler et à accepter ces modifications. Les départs en séjour doivent être planifiés, organisés, collectivement, en famille, afin de préparer au mieux le jeune participant. Une fois sur place, la découverte d'un nouvel environnement, d'activités diverses, mais aussi de nouvelles personnes peuvent contribuer à l'épanouissement du jeune. Si des troubles divers sont connus chez un enfant, les parents doivent impérativement en parler aux organisateurs. Ainsi, la prise en charge de l'enfant sera adéquate et il pourra profiter pleinement de son séjour. La santé mentale n'est pas un tabou. En cas de mal-être, il faut pouvoir en parler à une personne de confiance. Merci Jean-Baptiste Baudier pour votre participation à ce podcast. Et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve rapidement et si d'ici là vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@unocel.org ou trouver votre séjour éducatif sur notre site internet www.unocel.org. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'UNOCEL, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.